Bonsoir à tous, mardi 13 novembre, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. Saint-Quentin-en-Yvelines réfléchit à un règlement local de publicité intercommunale, un document pour encadrer la publicité sur le territoire et limiter la pollution visuelle. L'agglomération a organisé hier une réunion publique sur le sujet. Les habitants ont pu faire part de leurs suggestions et aussi de certaines de leurs inquiétudes. Des véhicules innovants présentés sur un lieu mythique de l'automobile du passé. L'Estaca a organisé une après-midi dédiée à ses étudiants à l'autodrome de Linas Montlhéry en Essonne. Et des futurs ingénieurs ont planché sur des projets de nouvelles mobilités. Nous avons pu les rencontrer. Enfin, après 22 mois de travaux, l'église Notre-Dame en sa nativité rouvre à Voisins-le-Bretonneux. L'édifice a accueilli à nouveau les fidèles samedi dernier. Du sol au plafond en passant par les vitraux, tout a été restauré. Et puis invité de ce journal, Jean-Yves Dréau, bénévole à Solidarité Nouvelle face au chômage Yvelines, qui organise un événement ce jeudi autour de la reconversion professionnelle. C'est tout à l'heure dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, elle s'était faite la porte-parole de la colère des policiers. Maggie Biskupski s'est donné la mort hier soir avec son arme de service à son domicile de Carrières-sous-Poissy. La gardienne de la paix de 36 ans, employée au sein de la BAC de Versailles, avait créé une association suite à l'attaque des policiers au cocktail Molotov en Essonne. C'était en 2016. La fonctionnaire était d'ailleurs visée par une procédure interne pour être sortie de son droit de réserve après cette agression. Plusieurs réactions suite à ce suicide dans les Yvelines, celle du président du conseil départemental Pierre Bédier. Il fait part de sa tristesse et salue une policière engagée et passionnée. L'élu a réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre. Comment encadrer la publicité sur un territoire de 230 000 habitants? C'est la question à laquelle tente de répondre Saint-Quentin-en-Yvelines. L'agglomération prépare un règlement local de publicité intercommunale qui pourrait être appliqué dès 2020. Les orientations ont été présentées hier lors d'une réunion publique à la salle communautaire à Trappes. Reportage de Mickaël Elmidoro et de Patrick Jacques de Dixmude. La publicité urbaine au cœur d'une réunion publique ce lundi 12 novembre. Saint-Quentin-en-Yvelines a présenté à cette occasion ses premiers travaux sur son futur règlement local de publicité intercommunale. C'est un texte important pour le cadre de vie des habitants et donc je devais aussi concerter l'ensemble des acteurs, que ce soit les habitants, les acteurs économiques ou les acteurs qui militent pour la protection de l'environnement, pour essayer d'avoir un texte finalement qui soit équilibré et qui convienne à tout le monde. Plusieurs axes ont été proposés au cours de cette soirée pour encadrer cette publicité urbaine à l'horizon 2020. Les objectifs sont clairs. Réduire le format publicitaire sur le territoire, avec la proposition qui est faite de passer de 12 mètres carrés à 8 mètres carrés pour ce qui concerne la publicité. C'est une proposition qui est en cours de discussion. C'est aussi la volonté d'imposer des règles de densité qui seraient plus strictes que la réglementation nationale. Malgré ces propositions, certains habitants présents dans la salle restent sceptiques sur ce futur règlement et ont pu faire part de leurs inquiétudes. Très clairement, notre plus grosse crainte, et puis on l'a vu ce soir, il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus, c'est les écrans numériques, qui est un nouveau type de dispositif publicitaire très agressif et énergivore en plus, dont l'implantation apparemment est tournée quand même sur beaucoup de zones sur l'agglomération, d'autant plus que les dimensions, même si on va les réduire pour tout ce qui est affiché à du 12 mètres par du 8 mètres carrés, là ça sous-tend qu'on va pouvoir implanter des écrans numériques de 8 mètres carrés, ce qui est énormissime. Les dossiers de concertation sont disponibles dans les 12 mairies de l'agglomération. Vous avez jusqu'au premier semestre 2019 pour donner votre avis. Dans l'actualité du jour, Michel Fourniret devant les assises de Versailles. Le tueur en série comparaît dans un procès qui doit durer 4 jours. Celui que l'on surnomme le boucher des Ardennes est accusé du meurtre de Farida Amiche commis à Clairefontaine en 1988. Crime révélé en 2004 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Michel Fourniret purge actuellement une peine de perpétuité pour 11 meurtres avoués. Son nom est cité dans plusieurs autres affaires. Le sport pour lutter contre l'obésité, solution avancée notamment par le dispositif sport sur ordonnance, des séances prescrites par des médecins. Dans le sud Yvelines, une convention a été signée entre le club de tennis de Saint-Arnoux et l'hôpital pédiatrique et de rééducation de Bullion. Les explications de Patrick Jacques de Dixmude et de Manon Varaldo. Reprendre confiance en soi, faire du sport quand on est atteint d'obésité, c'est l'objectif de l'hôpital pédiatrique et de rééducation de Bullion. Pendant 3 mois, des enfants en surcharge pondérale participent à leur programme. Une convention de partenariat avec l'Union sportive de Saint-Arnoux-en-Yvelines a été signée afin que les enfants pratiquent le tennis, conseillé en cas de surcharge pondérale.
l'HPR de Bullion. Donc il y a 107 enfants qui peuvent être accueillis au sein de l'hôpital de Bullion avec des hospitalisations complètes, mais aussi des séjours, notamment pour les enfants en situation de surcharge pondérale, sur un trimestre avec un projet d'éducation thérapeutique vraiment particulier. Donc là, c'est le premier séjour de l'année, donc qui fait septembre à décembre, mais il y aura d'autres jeunes qui viendront donc de janvier à mars et ensuite d'avril à juin. Donc chaque séjour pourra bénéficier de cette opération-là. Les jeunes sont regroupés chaque semaine et pratiquent le tennis durant 1h30. C'est la première fois qu'on met ça en place. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un public qui est complètement différent du public qu'on a habituellement. Donc pour nous, c'est un challenge de réussir à les intéresser à l'activité. Les enfants hospitalisés changent de cadre en pratiquant au sein du club de tennis de Saint-Arnaud en Yvelines. Ils sont emmenés en minibus depuis l'hôpital. C'est vrai qu'on ne sort pas beaucoup. Donc c'est pas mal de sortir un peu, de prendre l'air et de venir faire du sport autre part que dans le centre. Le sport en fait c'est la clé, c'est ce qu'on a besoin en fait pour se dépenser et pour éviter de prendre du poids. Ces enfants en surcharge pondérale reprennent goût au sport et continueront en dehors du centre. Moi je trouve ça très bien, moi j'aime bien en faire, j'en ai fait dans mon école. Et ça me plaît, je vais peut-être poursuivre aussi au niveau du tennis. Un projet futur socio-éducatif sera mis en place cette année, proposer des cours de tennis aux personnes à mobilité réduite. Un événement dédié à la reconversion professionnelle. Il se déroule ce jeudi 15 novembre au château de Buc. Reconversion, une piste pour rebondir. Une journée organisée par l'association SNC. Pour en parler en plateau, Jean-Yves Dréau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes bénévole au sein de SNC Yvelines. SNC, c'est Solidarité Nouvelle face au chômage. Et vous êtes également le coordinateur de cette journée organisée jeudi. On va présenter avec vous cet événement. Déjà, présentez-nous cette association. Qu'est-ce que SNC et quelles sont ses missions ? Tout à fait. Donc SNC, c'est un acronyme qui veut dire Solidarité Nouvelle face au chômage. Et on a donc une partie d'association nationale avec 200 groupes en France, 2500 bénévoles et 4000 personnes qui sont accompagnées, donc qui sont au chômage et qui sont accompagnées tous les ans, avec un taux de retour en activité de 64%. C'est-à-dire, une fois que vous avez accompagné ces personnes, elles retournent vers l'emploi. Elles retrouvent une activité, donc soit effectivement elles trouvent un CDI, soit un CDD de plus de 6 mois, soit elles montent leur entreprise, soit elles trouvent une formation de longue durée. Voilà. Alors quelles actions sont mises en place, alors particulièrement pour le coup sur le territoire des Yvelines ? Alors juste rappeler que dans les Yvelines, on a 9 groupes avec 130 bénévoles et on accompagne 371 personnes. Et cette année, le taux de reprise d'activité est de 68%, pratiquement 70%. Voilà. Alors, votre question, c'était sur les actions déployées. Les actions, on fait plusieurs choses. Donc la première, c'est d'accompagner les personnes. Donc on le fait en binôme, en fait. Donc il y a 2 personnes bénévoles qui vont accompagner un chômeur. Et donc il y a un gros travail d'écoute, je dirais active de la personne. Ce serait souvent des personnes qui sont au chômage depuis longtemps, qui sont dans une spirale négative et qu'il faut remonter. D'accord ? Donc l'écoute est importante, leur redonner confiance. Et donc on va les accompagner à raison de 1 heure, 1 heure et demie tous les 15 jours, le temps qu'il faudra. Et vous l'avez dit, il y a plusieurs groupes locaux dans les Yvelines, notamment à Versailles et aussi sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Alors revenons. Et on a également des ateliers, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers pour préparer les chercheurs d'emploi à trouver du travail, ateliers d'organisation de son travail, ateliers bilan de compétences, ateliers CV lettre de motivation, ateliers entretien de recrutement et ateliers entretien réseau. Et pour les avoir personnellement testés, si je puis dire, c'est du bon niveau. D'accord. Voilà. Alors revenons à l'événement de jeudi, c'est dédié à la reconversion professionnelle et c'est un thème, c'est important de le préciser, Jean-Yves Dréau, qui concerne tout le monde, qu'on soit jeune, actif, senior, oui. Ça concerne tout le monde, la reconversion professionnelle. Tout à fait, elle concerne tout le monde et elle concernera de plus en plus de monde dans la mesure où on arrive dans une ère où il y a la révolution numérique qui fait que pratiquement tous les métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y aura forcément, chacun sera amené à vivre une reconversion. Il y avait une enquête de l'AFPA de 2014, je crois, qui montrait que déjà, en 2014, 60% des gens avaient fait une reconversion. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de faire une reconversion professionnelle ? Est-ce qu'il faut du temps ? Il ne faut pas se leurrer, c'est pas simple, ça peut prendre entre 6 et 36 mois. Et effectivement, il faut
quand je veux me reconvertir, il faut bien se poser la question, c'est est-ce que je veux vraiment me reconvertir ou est-ce que c'est juste, je dirais, l'entreprise dans laquelle je travaille qui me convient plus, et donc là je change d'entreprise et je garde le même métier, mais je peux être aussi amené à vouloir changer de métier ou être, je dirais, contraint par un licenciement économique ou autre à changer de métier. Donc c'est pas la même chose. C'est toute une réflexion à avoir. Alors pourquoi organiser justement cette journée jeudi? C'est pour donner toutes les clés aux personnes qui se posent des questions, qui souhaitent s'orienter vers cette reconversion. Tout à fait. Donc on aura des experts dans le domaine, des gens de Pôle Emploi, des bénévoles de chez nous. Il y aura des gens de la pépinière d'entreprise de Versailles. Et puis il y aura également des gens de l'UIMM. Donc des gens qui connaissent bien la reconversion. Une table ronde qui va expliquer effectivement ce que c'est, ce que ça n'est pas, et comment il faut s'y prendre. Voilà. Ça va durer à peu près 1h30 avec des questions. Donc en gros, 3/4 d'heure d'exposé et 3/4 d'heure de questions. Voilà. Et donc on va se poser des questions, c'est est-ce que je veux changer de métier ou est-ce que je garde le même métier et dans ce cas-là, je veux juste monter mon entreprise, par exemple. Quelles sont les compétences que je possède, d'où l'intérêt de faire un bilan de compétences. Quelles sont, après un bilan de compétences, les pistes que je peux explorer, et aussi quelles sont mes envies ou mes projets, parce que je peux avoir envie de faire quelque chose, passionné par quelque chose, et du coup, je vais peut-être aller dans une direction où j'ai pas forcément les compétences qui vont bien, et là, je me poserai la question de la formation. D'accord ? Quelle formation j'aurais besoin pour pouvoir me reconvertir ? Derrière, on va aussi se poser la question du coût, parce qu'une formation, si ça dure, 3 mois, 6 mois, voire plus, ça a un coût. Est-ce que je peux la financer ? Est-ce que je peux me faire aider par Pôle Emploi ou par la région ? Voilà. Est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner ? On l'a compris, un programme très complet. On arrive déjà malheureusement à la fin de cet entretien. Je voulais juste ajouter, il y a un autre événement qui se prépare, c'est un événement autour du chômage et de la santé. C'est ça, tout à fait. C'est aussi quelque chose qui est d'actualité. Et on se rend compte au niveau de SNC que le chômage a un impact énorme sur la santé. Et donc on va organiser un événement pratiquement similaire en mars-avril sur le sujet chômage et santé. Merci Jean-Yves Dréau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes bénévole au sein de SNC Yvelines, coordinateur de cette journée qui se déroulera donc ce jeudi 15 novembre. Pour contacter l'association, avoir d'autres informations sur cette thématique, je vous invite à vous rendre sur les liens qui s'affichent en bas de cet écran. Merci de m'avoir accueilli en tout cas. Des cours de sciences dans la langue de Shakespeare, le rectorat de l'Académie de Versailles s'est associé au British Council pour participer au programme Science in Schools. La première classe européenne du lycée Jules Ferry de Versailles a pu suivre une séance en anglais sur place Marilenia Pichino. Apprendre à calculer l'âge de l'univers en anglais. Le lycée Jules Ferry a accueilli Miles Hudson, un professeur de sciences physiques britannique, pour un atelier d'astronomie. C'est un programme du British Council. L'idée est de donner plus d'anglais aux étudiants, mais pas seulement des cours d'anglais. On suppose qu'il est plus intéressant pour eux d'apprendre l'anglais sans savoir qu'on apprend l'anglais. Les premières sections européennes ont également pu déchiffrer des messages adressés aux extraterrestres. On était vraiment acteurs, on faisait le téléstop, il y avait des ateliers manuels qu'on n'a pas en cours normal. C'est expliqué en anglais. Donc moi au début je pensais ne pas trop comprendre, mais finalement ça allait. Le British Council, service britannique pour les relations culturelles à l'international, propose son programme Science in Schools depuis 10 ans. Le principe, faire venir un enseignant britannique pour donner un atelier scientifique aux élèves et diriger une masterclass avec les professeurs. C'est l'occasion aussi après de faire des échanges collaboratifs qu'on espère après durer sur un plus long terme et pourquoi pas ne pas le réinviter l'année prochaine ou pour d'autres sessions sur d'autres sujets, ce serait très intéressant. L'Académie de Versailles a accueilli ces ateliers dans 4 établissements différents.
Et c'est lors d'un rendez-vous hebdomadaire, on retrouve Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. Votre coup de cœur est musical cette semaine, Mélanie. On le surnomme La Tortue depuis son passage dans l'émission La Nouvelle Star. Et pour sa nouvelle tournée, il passe par Montigny-le-Bretonneux. Et oui, Christophe Willem est en concert ce week-end, le samedi 17 novembre à la Ferme du Manet. L'occasion de découvrir les 12 titres de son album, le 5e. Rio est sorti en septembre 2017. L'artiste parcourt la France depuis le mois de mars cette année. Pour ce nouvel album, Christophe Willem signe la quasi-totalité des textes, accompagné par le chanteur Iggy. On en a l'habitude avec Christophe Willem, c'est toujours des titres pleins de bonne humeur. Et oui, pour cet album, toujours plus de pop. Alors si c'est la ville de Rio de Janeiro qui l'a inspiré, pas de carnaval, pas de samba, pas de bossa nova, il parle des travers de l'époque, des messages haineux sur les réseaux sociaux. Il a lui-même connu cette situation en janvier 2016. Il ferme son compte Twitter, là c'est des critiques et des commentaires injurieux. Il faut donc passer au-dessus de la musique et bien prêter l'oreille aux paroles. Vous pourriez notamment vous laisser porter par un titre plus doux, comme une balade, aller à la rencontre de Madame, une mère brisée. Christophe Willem rend hommage à Latifa Imdiaten, la mère d'Imad, l'une des victimes de Mohamed Merah. Christophe Willem est donc en concert à la Ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Malheureusement, c'est déjà complet, mais pas d'inquiétude, il revient dans les Yvelines. C'est le 5 décembre et il sera sur la scène du théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye. Merci Mélanie pour cette chronique, votre émission le 7-8 Culture à suivre après ce journal avec plein d'autres sujets. Après 22 mois de travaux, les paroissiens de Voisins-le-Bretonneux retrouvent leur église entièrement rénovée. Elle a été inaugurée samedi en musique. Marilène Yapichino. Ses portes sont enfin ouvertes. Il n'a pas fallu moins de 22 mois pour que l'église de Voisins-le-Bretonneux retrouve une deuxième jeunesse. 22 mois de restauration, c'est une épreuve pour une paroisse. C'est 22 mois de dispersion, c'est 22 mois sans trop savoir où se réunir, donc on était content que ces 22 mois se terminent. Des travaux plus longs que prévu, l'avancée des travaux a été interrompue pour relancer des études concernant la densité du sol. Un sol qui a finalement été refait avec 32 micropieux pour pouvoir porter la dalle. 100 000 € se sont ajoutés aux 350 000 prévus au départ, un investissement pour un lieu au fort patrimoine. Elle va avoir 500 ans bientôt, elle a eu plusieurs vies. Ça a d'abord été un lieu de culte et une église, ça a ensuite été un temple de la pensée pendant la Révolution française. Ensuite, elle a été partiellement détruite pendant la guerre de 39-45 et en partie reconstruite. Donc voilà, il y a une vraie double vocation, à la fois la vocation cultuelle et à la fois la vocation de patrimoine. Du sol au plafond, tout a été restauré, sans oublier les vitraux et le tableau de Sainte Geneviève, l'une des 3 seules représentations de la Sainte en France. Notre église est formidable. Elle était belle avant, mais elle est encore plus belle maintenant. C'était déjà très beau avant parce que une église très ancienne qui retrouve une seconde jeunesse. Je trouve ça très intéressant et magnifique. Fière de son église toute neuve, la paroisse désire désormais s'ouvrir à un public plus large, avec notamment des concerts tous les dimanches après-midi. Et puis sortons de ce plateau pour refermer ce journal. Direction l'autodrome de Linas Montlhéry en Essonne. L'Estaca, au cours d'une après-midi, a mis en avant ces associations étudiantes qui ont conçu des véhicules innovants. Avec Patrick Jacques de Dixmude, nous étions sur place. Bol d'or, Grand Prix de l'Automobile Club de France, Coupe Moto Légende, l'autodrome de Linas Montlhéry en Essonne a été l'un des circuits phares en France jusque dans les années 60. C'est sur ce lieu mythique, classé aujourd'hui patrimoine du XXe siècle, que l'Estaca a présenté ses véhicules de demain. Alors que les prix des carburants à la pompe augmentent, les étudiants de l'école d'ingénieurs, basés notamment à Montigny-le-Bretonneux, ont planché sur les nouvelles mobilités, sur les nouveaux modes de circulation, se passer du pétrole ou presque, rouler à la pile combustible ou à l'électrique. Nous avons pu rencontrer certains des concepteurs. Et avant d'aller à la rencontre de ces étudiants et présenter leurs véhicules innovants, présentons aussi cette journée dans sa globalité avec Senyem Bay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur international et partenariat de l'Estaca. Déjà, pourquoi organiser cette journée ici à l'autodrome de Linas Montlhéry ? Tout simplement, c'est pour mettre à l'honneur la vie associative de notre école, ses étudiants, ses partenaires, ses sponsors, ses anciens élèves. Donc les mettre à l'honneur, voir les véhicules en statique et en dynamique. Puis bien évidemment, on est accueilli par notre partenaire industriel qui est le groupe UTAC, qui bénéficie d'équipements prestigieux sur un circuit
centenaire quasiment. Donc voilà, c'est un gros événement pour nous. Pourquoi c'est important pour ces étudiants au sein d'associations pouvoir concevoir des véhicules innovants? Tout simplement parce que ça fait partie de leur apprentissage. Quand on est dans une association, on doit concevoir, on doit chercher des fonds, on doit convaincre des sponsors. Et donc pour nous à l'Estaca, c'est tout important d'accompagner la formation, on va dire un peu plus classique, en cours, en amphithéâtre, avec les enseignants, avec la recherche. Mais évidemment, la partie associative fait partie de la formation. Et bien évidemment, ça entraîne aussi la passion, qui est très importante quand on emploie et quand on s'implique dans ce métier d'ingénieur. Ce véhicule que vous voyez devant moi a parcouru 1502,4 km, tenez-vous bien, avec un seul litre d'essence. Il a été conçu par les étudiants de l'association PV3E. Bonjour Antoine Delahaye. Bonjour. Vous êtes le président de cette association sur le campus de l'Estaca à Saint-Quentin en Yvelines. Alors déjà, parlez-nous un peu de cette association. Vous travaillez-vous à Saint-Quentin uniquement sur des véhicules thermiques? Oui, c'est ça. Alors c'est une association étudiante de l'Estaca, donc école d'ingénieurs spécialisée dans les transports, dont le but est de parcourir le plus de kilomètres avec un litre d'essence. Donc nous participons historiquement à cette compétition qui est le Shake Marathon, pendant laquelle nous nous déplaçons, que ce soit en France, à Nogaro ou à Londres lors de l'été dernier par exemple. Comment on peut parcourir ces 1500 km avec un seul litre d'essence? Comment c'est possible? Alors déjà, on a eu un moteur qui ne consomme pas. C'est vrai que c'est vraiment le nerf de la guerre au niveau du Shake Marathon. C'est le moteur. On a également l'aérodynamique, avoir un véhicule qui pénètre bien dans l'air. Ici, on voit qu'il a été particulièrement soigné. L'idée est vraiment d'avoir le moins de résistance possible à l'air lors du passage du véhicule. Et ensuite, avoir finalement dernier point, une bonne rigidité du châssis en lui-même qui permettent donc on perd le minimum d'énergie en fait dans le véhicule tout entier lors de son passage. Est-ce que vous pensez que ce genre de véhicule pourrait peut-être se développer à l'avenir pour des questions de réduction de consommation d'essence? Est-ce qu'on pourrait voir un véhicule de ce type ou autre se développer à l'avenir? Un véhicule de ce type c'est compliqué puisqu'on voit bien que le pilote n'a pas beaucoup de place, on attend beaucoup d'une voiture aujourd'hui en termes de système embarqué, en termes de climatisation et autres. Donc on peut se dire que ce type de véhicule là typiquement ne peut pas être dans la rue demain. Maintenant toutes les technologies qu'on développe, tous les essais qu'on peut faire, que ce soit sur des nouveaux matériaux, sur des nouveaux cycles thermodynamiques, tout ça peut très bien correspondre au monde de l'automobile au niveau plus large et donc se retrouver demain dans l'industrie automobile. Vous l'avez vu avec le projet Calypso, ces étudiants de l'Estaca participent également à des compétitions pour tester et mettre aux prises leurs véhicules. C'est le cas notamment de cette EC02, une monoplace thermique qui a été conçue par les étudiants de l'EFT. Bonjour Amine Betache. Bonjour. Vous êtes le responsable liaison au sol de l'EFT. L'EFT c'est l'Estaca Formula Student et vous participez donc à une compétition qui s'appelle la Formula Student. C'est ça, donc c'est une compétition internationale. Il y en a plusieurs, notamment aux Pays-Bas, Hongrie, Autriche, Angleterre, Allemagne. Le but c'est de concevoir et fabriquer une petite monoplace qui se rapproche d'une Formule 1 à l'échelle étudiante. Et donc là on a le projet EC02 qui a concouru lors du dernier Formula Student en Italie. Parlez-nous-en, on est sur du moteur thermique, c'est ça? Donc là oui, c'était la voiture de 2016. C'est un moteur thermique, c'est un monocylindre BMW. Donc on était allé en Italie avec ce véhicule-là et depuis on est passé à notre véhicule EC03 dont nous pouvons voir quelques pièces que nous avons ramenées aujourd'hui. Donc là le passage à EC03 est très important pour nous. On passe dans une autre dimension, notamment point de vue moteur, on passe d'un monocylindre à un tricylindre de 450 cm3 à 675 cm3. Point de vue châssis aussi, on a un châssis hybride. Dernière chose, le rendez-vous là pour la Formula Student, il est fixé à quand? Le rendez-vous est fixé cet été. Donc on participera à 2 compétitions, ça sera les inscriptions en compétition, ça sera en mars. Donc on vise Pays-Bas et sûrement peut-être l'Autriche.
Et puis sur cette journée dédiée à l'innovation ici à l'Autodrome de Montlhéry, il y avait également le lien fait avec le passé, avec la présence de ces étudiants de l'association RACE. Avec moi le président sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines de l'association RACE, Alexandre Denis, bonjour. Bonjour. Alors RACE, ça veut dire restauration d'automobiles de collection de l'Estaca. C'est quoi cette association? Alors en fait c'est une association qui va réunir des passionnés d'automobiles anciennes et on va se réunir pour travailler, faire de la mécanique sur les véhicules des étudiants. Donc ça peut être des restaurations complètes ou alors simplement des entretiens très pointus qu'on va vraiment essayer de découvrir la mécanique ensemble, compléter nos connaissances en échangeant les uns les autres. Vous êtes venu justement ici à Montlhéry avec le moteur d'une Alfa Romeo que vous êtes en train de restaurer, c'est ça? Tout à fait. Donc là, on a refait le moteur intégralement pour participer au final avec cette Alfa Romeo à un rallye donc, qui s'appelle le Vosges Rally Festival. C'est un rallye qui en seulement 2 ans s'est imposé comme l'un des événements majeurs du sport automobile historique en France. Le reste de la voiture, que ce soit les trains roulants, sont faits. On n'attend plus que de reposer le moteur dans la voiture. Ensuite, ce sera toutes les finitions, remonter l'intérieur. Mais voilà, là, on est sur la plus grosse étape, c'est la fin du moteur. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette journée du véhicule innovant ici à l'autodrome de l'INAS Montlhéry. Allez, je vais prendre la route, retour dans les studios de TV78. C'est la fin du 7-8 journal. Belle soirée avec TV78.